Tout d'abord, je suis très heureuse et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce congrès international Métropolis. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette excellente initiative que je pense nécessaire. On va essayer d'être un peu... On est passionné par nos métiers, notamment en fait les économistes, mais on sera probablement moins passionné que l'intervenante précédente qui était quand même extrêmement en fait éloquente. Donc, aux promesses de la migration auxquelles nous croyons, je pense tous ici, s'oppose une perception des défis de la migration. Et tous les pays sont concernés. Le thème de la migration est un sujet de réflexion qui accompagne l'évolution de nos sociétés. C'était un sujet dans le passé, c'est un sujet aujourd'hui et ça sera toujours un sujet dans le futur. Et je pense que ce sentiment est partagé ici, qu'il ne suffit pas de rappeler les promesses de la migration. Nous sommes tenus collectivement de les expliquer et de présenter l'état de savoir, l'état de connaissance qui a été établi par les différents acteurs de la société civile. Et on est aussi responsable collectivement de rendre cet état de savoir accessible au plus grand nombre. Ce congrès est une occasion vraiment exceptionnelle, parce qu'il nous réunit tous, acteurs de la société civile, qu'on soit universitaires, membres du gouvernement, membres d'associations, pour qu'on améliore notre connaissance et aussi pour qu'on réfléchisse sur la façon de la rendre plus accessible au plus grand nombre et d'améliorer ou d'agir sur cette perception qu'on doit admettre qu'elle est plutôt négative de la question de la migration. Donc l'ignorance, à mon sens, est la raison principale de la peur de l'homme ou des femmes de la rue. Et avec la connaissance, et en rendant cette connaissance accessible, je pense, j'espère, qu'on pourrait améliorer en fait l'idée que les personnes peuvent avoir de la migration et par conséquent rendre cette perception aussi une perception de la promesse de la migration. Mon intervention va porter sur les répercussions économiques de la migration dans les pays de l'OCDE. Et donc, je vais vous exposer pourquoi on pense que la migration a été à la hauteur des promesses ces dernières années, compte tenu des informations dont on dispose. Donc, ces pays de l'OCDE, ces pays du Nord, ce sont les pays pour lesquels on a des données disponibles. Les données, les statistiques sont nécessaires pour établir une analyse précise, représentative. Et ces pays, ils accueillent 45% de la population immigrée dans le monde. La part des personnes immigrées dans leur population, elle est passée de 7% en 1990 à 13% en 2017. Cette tendance à la hausse qui pourrait se renforcer dans les années à venir, notamment du fait de la pression démographique dans les pays du Sud, suscite des inquiétudes, et ces inquiétudes sont aussi d'ordre économique. Donc, avant de vous présenter la méthodologie qu'on utilise et quel est notre état de savoir à l'échelle de l'économie dans son ensemble sur les répercussions économiques de la migration, je vais commencer par un exemple. Ça aide pour comprendre, généralement. Alors, pour vous donner une idée, les effets macroéconomiques, ce sont les effets de la migration sur le niveau de vie moyen. Ce sont aussi les effets de la migration sur les finances publiques. Et contrairement aux idées reçues, les effets économiques ne correspondent pas aux effets comptables. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce propos. Un immigré qui arrive au Canada, l'année de son arrivée, cet immigré a probablement très peu de chances de gagner un salaire moyen annuel supérieur ou égal à 65 000 $, qui est le salaire moyen de la population canadienne selon les données de l'OCDE. Donc, le revenu moyen d'un immigré au moment où il arrive dans un pays de l'OCDE, il est probablement inférieur au revenu moyen de la population résidente dans ce pays. Donc ça, c'est un fait.
C'est ça les statistiques et c'est ça un fait comptable. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'arrivée de ce migrant réduit le niveau de vie moyen dans le pays de l'OCDE. Et donc c'est la déduction. Le fait statistique en soi n'est pas contestable, mais la déduction qu'on est faite par moment l'est. Pourquoi? Parce que déduire que le migrant, parce qu'il gagnerait un revenu annuel moyen inférieur à la population résidente dans un pays de l'OCDE, devrait nécessairement réduire le niveau de vie moyen de la population canadienne, par exemple, cette déduction, elle repose sur une hypothèse qui a très peu de chances d'être vérifiée dans la réalité. Cette hypothèse, c'est ce qu'on appelle certi paribus, toute chose égale par ailleurs, où tout ce qui se passe dans l'économie ne bouge pas. Or, nous savons pertinemment tous que tout est lié dans l'économie, qu'il existe des interactions entre les agents, que la société n'est pas une simple addition de personnes indépendantes, qu'il existe des interactions entre les marchés et que l'économie n'est pas simplement un arrêt sur une image sur une année donnée, ce n'est pas un cadre statique, c'est un cadre dynamique et le passé, présent et futur sont tous liés. Et donc la réalité économique est complexe et l'analyse de cette réalité ne s'arrête pas à une statistique ou plusieurs statistiques, elle ne s'arrête pas à un fait comptable. Et cette réalité économique complexe s'ajoute à une question complexe que nous savons tous ici, qui est la réalité de la migration, qui est aussi complexe. Et donc je vais vous dire rapidement, je vais essayer, comment en fait on fait, nous chercheurs, pour évaluer correctement les implications économiques d'un phénomène complexe qui est la migration, en interaction avec un phénomène qui est aussi complexe, qui est l'économie. Et donc on n'est pas très originaux, hein. On va s'appuyer sur une méthode de statistique qui utilise au mieux l'information qui est contenue dans les données. C'est une méthode dynamique qui prend en considération le lien du passé avec le présent, avec l'avenir. Et cette méthode statistique, on l'utilise habituellement pour d'autres questions économiques, notamment pour évaluer les implications des politiques macroéconomiques. L'avantage principal de cette méthode, c'est qu'elle repose principalement sur l'information qui est contenue dans les données et qu'elle n'a pas besoin, qu'elle ne nécessite pas des hypothèses théoriques fortes pour interpréter les résultats. Concrètement, on simule la réponse de l'économie à un choc exogène, à un choc externe, qui augmente les flux migratoires, de la même manière qu'on simule les réponses de l'économie à un choc externe qui augmente les dépenses publiques. Donc cette méthode, elle repose sur des séries chronologiques, des séries qu'on observe dans le temps, nécessite des données cohérentes et comparables au cours du temps, et contrairement à ce qu'on peut penser, la disponibilité même des données économiques, comparables et cohérentes dans les temps, de bonne qualité, n'est pas aussi évidente. Nos systèmes nationaux de comptes tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existent vraiment d'une façon harmonisée que depuis les années 70, date à laquelle les efforts en fait, d'harmonisation des Nations Unies ont abouti au système national de comptes. Et donc si le deuxième problème auquel on est confronté dans cette analyse, c'est la disponibilité des données de migration. Cette disponibilité, elle est encore plus problématique. Il est difficile de suivre les mouvements de personnes. Bien sûr qu'il est plus difficile de suivre les mouvements de personnes par rapport à suivre des transactions économiques. Et donc, on va utiliser les données dont on dispose. Et les données dont on dispose, ça va être partir des données principalement démographiques. Et donc ça me ramène à la première limite de cet exercice. La première limite de cet exercice, c'est que je vais vous parler de l'impact de la migration telle qu'on la mesure. Et donc la réalité de la migration telle qu'on la mesure ne correspond pas nécessairement à la réalité de la migration dans sa complexité. Mais c'est une première étape pour répondre à la question sur les répercussions
économique. Et donc lorsqu'on fait cela, et lorsqu'on évalue correctement les implications économiques des flux migratoires, en prenant en considération le temps, en prenant en considération les interactions entre les différentes composantes de l'économie, ce qu'on montre, c'est que les flux migratoires, ça se traduit par une augmentation de la part de la population d'âge actif dans la population. Et cette augmentation, elle a des conséquences bénéfiques, que ce soit en termes économiques ou fiscaux. Et ces conséquences bénéfiques, économiques et fiscales, c'est ce que correspond à un dividende économique de la migration. Concrètement, en réponse à un choc externe qui augmenterait le flux de migrants permanents, le taux d'emploi moyen dans les pays de l'OCDE augmente, ce qui induit une augmentation de la production par habitant et donc une amélioration du niveau de vie moyen dans des pays de l'OCDE. Cet effet est d'autant plus fort que la population des pays d'accueil est âgée. Pourquoi? Parce que la migration, ce sont des personnes en âge de travailler. Ça modifie à court terme et à moyen terme la structure par âge. Et cette modification de la structure par âge de la population va induire une augmentation des recettes publiques par rapport aux transferts qui sont principalement dans les pays âgés, tournés vers les populations les plus âgées. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que, bien sûr que les dépenses qui sont destinées aux familles augmentent suite à l'arrivée de migrants. Les migrants sont en âge de travailler, donc ils sont en âge d'avoir des familles. Mais dans l'économie, dans les dépenses publiques, il n'y a pas que les dépenses familiales, il y a aussi les dépenses qui sont destinées aux personnes âgées, les dépenses de retraite. Et ce qu'on trouve, c'est que l'arrivée de migrants va se traduire par une diminution de la charge de dépenses des retraites rapportées à la population. Et donc, au total, lorsqu'on prend en considération l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes des finances publiques, ce qu'on montre, c'est que l'effet des flux migratoires est positif sur le solde des finances publiques, qui s'améliore. Donc, dans le débat public, généralement, on associe aussi la question de la migration à la question du vieillissement de la population. Et certains partis populistes opposent une politique familiale nataliste à l'accueil des migrants. Alors, voyons ce que nous disent les données. Et donc, de la même manière qu'on a évalué l'effet d'un choc externe qui augmenterait la migration, on évalue aussi l'effet d'un choc externe qui augmenterait la natalité. Et qu'est-ce qu'on montre? Donc le choc qui augmente la natalité va augmenter la natalité et donc la part des enfants dans une population. Et les enfants, ce sont une population dépendante. Et l'augmentation de la part de personnes dépendantes dans la population, ça va se traduire par des effets économiques et fiscaux qui ne sont pas nécessairement bénéfiques. Et donc, suite à un choc de natalité, ce qu'on trouve dans les données, c'est plutôt effectivement une diminution du niveau moyen de vie dans les pays de l'OCDE. Alors que le choc de la migration, qui se traduit par une augmentation de la part des personnes en âge actif, en âge de travailler, 88% des migrants qui arrivent sont âgés entre 18 et 64 ans, et ce choc-là va se traduire plutôt par le dividende démographique lié à la migration, qui est lié à l'augmentation de cette part de la population en âge de travailler. Donc ces migrants permanents que l'on considère, comme j'ai commencé par le dire, ils font partie, c'est la migration qu'on mesure, et donc c'est les migrants qu'on retrouve dans la population résidente dans les pays de l'OCDE. Ce sont les migrants qui ont les mêmes droits et les obligations que la population résidente dans les pays de l'OCDE, et les données démographiques et économiques dont on dispose ne distinguent pas, selon leur origine, ces migrants. Ces dernières années, la question des répercussions économiques des demandeurs d'asile s'est posée dans le débat public. L'arrivée en Europe de plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015 a mis au centre du débat la question économique liée à l'accueil des migrants pour raisons humanitaires. Nous avons entendu, et je pense que vous l'avez aussi entendu, que l'accueil de ces demandeurs d'asile était une charge économique. Les dépenses publiques supplémentaires qu'ils ont générées au moment de leur arrivée ont été confondues
comme j'ai commencé par le dire dans cette présentation, avec un effet économique, alors qu'il s'agissait simplement d'une dépense budgétaire. Alors de la même manière, nous avons regardé ce que nous disaient les données, et nous avons utilisé toutes les données disponibles sur les demandeurs d'asile. Ces données commencent en 1985, en Europe de l'Ouest, et couvrent une autre période de notre histoire en Europe, qui était liée en fait à l'après-guerre en ex-Yougoslavie, où on a connu aussi des flux importants des demandeurs d'asile. Et donc lorsqu'on prend 30 ans de données et qu'on considère les interactions dans l'économie dans son ensemble, ce qu'on montre, c'est que l'arrivée des demandeurs d'asile n'a pas d'effet statistiquement visible sur la situation économique ou sur la situation des finances publiques dans les pays d'Europe de l'Ouest. Voire le contraire, au bout de 5 ans, on observe qu'il y a un effet positif des demandeurs d'asile sur le niveau de vie. Et donc les demandeurs d'asile qui ne sont pas des migrants comme les autres, qu'on accueille pour des raisons humanitaires, lorsqu'on regarde les données, lorsqu'on applique cette approche très pragmatique à partir de l'information dont on dispose, on peut montrer que, contrairement aux idées reçues, ils n'ont pas constitué une charge économique. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que la migration a tenu ses promesses économiques dans les pays d'accueil OCDE. En matière de niveau de vie moyen, en matière de finances publiques, certes, notre état de savoir concerne principalement cette migration régulière, cette migration qu'on mesure, mais à ma connaissance, il n'existe pas de données nous permettant de comprendre ou d'exploiter proprement la réalité de la migration qui n'est pas régulière. Et donc dans cette migration régulière, on intègre indirectement les migrants qui ne sont pas autorisés, puisqu'on les intègre qu'au moment où ils accèdent en fait à ce droit de séjour régulier. Et donc l'autre limite de notre exercice, c'est qu'on est tourné vers le passé, puisqu'on utilise les données qui sont disponibles, et que l'inquiétude aujourd'hui qui est posée, elle est tournée vers l'avenir. Mais ce qu'on sait faire en tant que chercheur, c'est exploiter ce qu'on connaît du passé pour vous dire à peu près ce qu'on attend de l'avenir. Et a priori, compte tenu de cette connaissance qu'on a, à l'échelle de l'économie dans son ensemble, à l'échelle macroéconomique, la migration a tenu ses promesses économiques. Et donc, j'aimerais peut-être à la fin de ce congrès, qu'on arrive collectivement à dépasser un raisonnement comptable qu'on assimile souvent à un raisonnement économique alors qu'il n'en est pas un. Donc je vous remercie pour votre écoute.